Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors justement, préserver et innover, on va en parler, c'est l'objet de notre première table ronde cet après-midi. Préserver et innover, comment concilier les deux dans évidemment le contexte d'urgence climatique que nous connaissons. Est-ce que toute innovation est un progrès? Est-ce que tout progrès est bon à prendre, et surtout alors que les jeunes générations nous poussent à prendre nos responsabilités, quel nouveau sens donner au mot MOTS et peut-être au mot MAUX, progrès et innovation? Alors on va en parler avec nos intervenants pendant une petite heure avant d'échanger avec vous. J'imagine, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Je vous demande d'accueillir Monsieur Éric Julien, Madame Marie-Laure Salès-Djelic. Rejoignez-moi sur le plateau. Monsieur Nicolas Hazard. Nicolas, je ne t'avais pas vu. Je suis contente que tu sois là. Et Monsieur Pascal Andrieux. Merci de me rejoindre sur scène et de vous installer. Oui, voilà, vous pouvez venir là. Éric Julien est là. Approchez. Installez-vous. Alors, je vais commencer avec vous. On va se vous voyez par politesse, mais même si on se connaît bien. Je vais commencer avec vous, Nicolas Hazard. Présentez-nous INCO rapidement, et puis rapidement, vous avez le temps quand même. Et puis, dites-nous selon vous en quoi l'innovation peut être l'allié ou peut-être l'ennemi parfois de la survie de l'espèce humaine sur Terre, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Merci beaucoup. Alors moi, je suis ravi d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, j'ai créé un groupe il y a 8 ans qui s'appelle INCO. Alors INCO, c'est l'idée de se dire que l'économie et l'entrepreneuriat peuvent être au service d'un monde nouveau, d'un monde qui soit plus inclusif et plus durable, et surtout avec les jeunes générations qui ont très envie de faire, de construire, de créer des choses et des solutions pour répondre aux grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Et pour ça, j'ai créé un fonds d'investissement d'abord, qui est un fonds qui mobilise près de 200 millions d'euros pour investir dans des projets à très fort impact social et environnemental. L'idée, c'est de se dire, on va transformer la finance. La finance est un outil, mais un outil qui doit être au service de l'homme, au service de l'économie, au service du monde de demain, et qui doit orienter son argent et sa capacité à créer de l'emploi vers des solutions de demain qui nous permettent de vivre mieux. Alors, est-ce que ça marche vraiment ? Et alors, ça marche super bien, c'est-à-dire que... Mais je dirais, est-ce que ça marche au point où les gens qui ont vraiment beaucoup d'argent, je pense aux établissements financiers, aux fonds de pension, etc., aux fonds de retraite, se tournent vraiment, alors pas seulement grâce à INCO, mais entre autres, vers la finance responsable, ou alors est-ce qu'ils ils se contentent de faire du greenwashing ? Alors, c'est tout l'enjeu aujourd'hui. Ça dépend de comment on voit le verre, en fait. C'est vraiment ça. Nous, l'idée, c'est qu'on a commencé, avec ces fonds. On a créé des incubateurs aussi, on a fait des programmes de formation, et aujourd'hui, on est présent dans 35 pays parce que c'est un vrai mouvement mondial. Et c'est vrai, il y a une vraie appétence qui est portée par les jeunes. Nous, c'est 26-27 ans, la moyenne des projets qui sont créés. Donc, nous, on accompagne des porteurs de projets qui créent des entreprises qui, à la fois, créent un modèle économique qui est viable et en même temps un très fort impact social, environnemental. Donc vraiment, on est dans 14 pays en Afrique et on voit qu'il y a un mouvement qui est gigantesque. On est aux États-Unis, en Asie, partout. Mais c'est vrai que finalement, on est des petits poussets. On est des nains dans cette communauté, dans ce monde, et que souvent, on est un peu l'arbre qui cache la forêt, qu'on peut être l'excuse, etc. Et face à ça, en fait, moi, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on arrête tout, parce que du coup, effectivement, on représente moins d'1% aujourd'hui, compris sur ce créneau de la finance. Donc, soit on fait plus rien, soit on se dit, on va mettre le pied dans la porte. Et on va essayer de transformer les choses sans être naïf, sans être dupe, parce qu'on voit bien que le monde, finalement, il y a trop d'intérêts qui sont interconnectés pour que vraiment le système bascule et change en profondeur. On s'est engagé en France, par exemple, à baisser les émissions de gaz à effet de serre. On fait des grands colloques internationaux type COP21, COP22, COP23. Et moi, je constate juste, de manière hyper pragmatique, qu'en fait, de chaque année en chaque année, même si on s'est engagé à baisser de 30%, on augmente de 2-3% après. Donc, c'est même pas qu'on n'y arrive pas assez.
c'est qu'on va carrément dans la mauvaise direction et on continue d'aller dans la mauvaise direction. Et c'est ça. Pour autant, moi, je crois beaucoup en cette nouvelle génération aussi d'entrepreneurs, de porteurs d'idées et de solutions qu'on accompagne, qui, eux, vont réussir la révolution qu'on attend, c'est-à-dire cette révolution de changement de modèle et de changement de paradigme. Et je crois pas que ça viendra des États, je crois pas que ça viendra des gouvernements, de l'Europe, etc. Parce qu'en fait, on voit bien que tout ça est complètement bloqué. Mais je pense que c'est la multiplication des initiatives locales, c'est la multiplication des petits poussets, des petits David, qui fera qu'on renversera Goliath et finalement on réussira à créer un modèle inclusif et durable. Et justement, est-ce que l'intervention des États, des gouvernements, de l'Union européenne, du G7, etc., n'est pas indispensable à côté de l'action des petits poussets pour inverser, changer, transformer le modèle? Moi, je pense qu'on attend trop du politique. Et c'est un mal français, en plus. Mais il ne fait pas grand-chose pour le moment. Donc, justement. Autant mettre la barre très haut. Donc, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'on attend à ce que les choses changent. Et en fait, c'est le guépard, quoi. Il faut que tout change pour que rien ne change. À la fin, rien ne change. Et on va vraiment dans le... Moi, au début, je voulais faire de la politique. C'était ça mon but à la base. Je me disais, si je veux vraiment changer les choses et avoir de l'impact, en fait, faut se représenter. Et j'ai travaillé un peu, notamment en Italie, avec le président italien de l'époque qui s'appelle Romano Prodi, et je me suis vite rendu compte que en fait c'est pas du tout dans la politique que ça se transformait, et qu'on avait beau préparer des séminaires européens, etc. Finalement les intérêts sont tellement liés, tout est tellement interconnecté que ça bouge pas beaucoup. En revanche, j'ai vu la puissance de quand on a des jeunes qui font des choses sur des territoires localement, qui derrière peuvent avoir un impact sur la politique locale, sur les régions aujourd'hui. Les régions en France, c'est ultra puissant. Surtout que c'est eux qui ont les leviers avec la loi NOTRe sur le développement économique. Donc c'est eux qui peuvent vraiment faire basculer les choses. Et c'est comme ça qu'on peut mettre la pression. Les élus locaux jouent un rôle fondamental pour créer des initiatives, pour créer, comme dit Edgar Morin, des oasis où s'expriment nos résistances, c'est-à-dire des endroits où on va tester le monde de demain, comment on peut faire sur de l'énergie renouvelable, sans plastique, etc., etc. Et ça, moi, je crois aux politiques, oui, mais à la politique locale finalement, et au fait de continuer les expérimentations, et finalement, on fera basculer les choses de cette manière-là, en tout cas, je l'espère. Alors, vous nous parlez de la pression, effectivement, qu'exerce une partie de la jeunesse, et peut-être aussi de jeunes ou de plus jeunes plus jeunes que la moyenne qui s'engagent dans la finance et dans la finance responsable. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, puisqu'on parle d'innovation dans cette table ronde, est-ce qu'il n'y a pas aussi de l'innovation à mettre en œuvre à l'adresse du grand public, pour que le grand public investisse dans de la finance responsable? Bien sûr, il y a la finance responsable et puis il y a toutes les actions. Moi, j'ai un nombre de personnes incroyables qui viennent me voir, qui me disent « Bon, je bosse dans cette boîte-là, ok, il faut bien, j'ai un crédit, j'ai des enfants, je dois faire, mais j'ai envie de faire quelque chose. Comment je peux faire ? Parce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose. » Et c'est là où on doit inventer aussi les solutions pour permettre à ce que l'engagement aille au-delà de juste soit on quitte tout et on rejoint une association, ou soit on est des méchants, etc. Et... Non, je me serais pas permis. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que y a une volonté. On est, comme dit Martin Luther King, si tous ceux qui aiment la paix s'organisaient aussi bien que ceux qui aiment la guerre, ben, on ferait basculer les choses et il y aurait certainement beaucoup moins de conflits. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a tous besoin. Donc, il y a la finance solidaire, il y a la manière dont on consomme, il y a la manière dont on peut travailler avec les associations. Nous, on a créé une association où on a énormément de bénévoles et de personnes qui viennent accompagner des projets, qui vont former des gens qui sont très éloignés de l'emploi, etc., etc. Donc, il y a une démarche proactive où les individus peuvent aussi faire des choses et il faut démultiplier en tout cas ces agoras pour qu'on soit le plus nombreux possible. Alors, Marie-Laure Salas-Djelic, cette question de nos impacts, de l'empreinte, singulièrement de notre empreinte numérique, par exemple, sur l'environnement, de notre impact sur la biodiversité, est-ce que c'est quelque chose qui entre en ligne de compte plus ou moins, ou de plus en plus, chez vos étudiants et donc dans votre pédagogie? Alors, évidemment, d'ailleurs Nicolas le sait bien puisqu'il est venu les voir. Donc,
l'école du management et de l'innovation de Sciences Po a été créée exactement sur ces fondations-là. L'idée étant qu'il fallait complètement réinventer la formation des décideurs, d'abord économiques, mais plus généralement parlant des décideurs économiques, politiques et de la société civile, et sortir d'un paradigme qui a été celui qui a en fait structuré l'enseignement et la formation sur les 40 dernières années, qui est essentiellement un paradigme de croissance et de développement économique sans frein et sans limite, auquel on pouvait croire peut-être il y a 30 ans, mais qui clairement montre ses limites aujourd'hui, qui était celui aussi d'un objectif finalement pour nos entreprises qui était essentiellement celui de maximiser la valeur pour l'actionnaire, avec peut-être des compensations d'offsetting ici et là à travers la responsabilité sociale partielle. Il est clair qu'aujourd'hui, il faut qu'on change véritablement de paradigme, comme le montre très bien ce que fait Nicolas, ce que font beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres entreprises aujourd'hui, inscrire la responsabilité au cœur des chaînes de valeur des entreprises. Donc c'est vraiment véritablement un changement culturel, et c'est pour ça que c'est si compliqué. Et un changement culturel, évidemment, il faut que ça passe d'abord et avant tout par l'éducation. Et donc, le projet que j'ai porté en arrivant à Sciences Po, c'était véritablement de remettre en cause, finalement, tous les modèles qui structuraient la formation de nos futurs décideurs, en apportant, finalement, à la fois ce regard sur la complexité et l'interdépendance entre les enjeux économiques, sociaux, écologiques, technologiques et politiques d'un côté, et d'autre part la responsabilité de nous tous dans toutes les fonctions qu'on occupe, y compris dans nos rôles personnels, comme on disait tout à l'heure, de consommateurs, d'investisseurs, etc., mais aussi bien sûr dans nos rôles professionnels, et en particulier quand on parle des jeunes dans leur future carrière professionnelle. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, il y a 5 ans, c'est pas facile de porter ce message-là. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus facile. Et il faut voir que donc on a une population d'étudiants qui, quand ils arrivent dans l'école, déjà sont très convaincus. Donc ils ne sont pas tous très convaincus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même réussir à en rattraper quelques-uns qui ne sont pas convaincus dès le départ. Et donc c'est ce à quoi on s'attelle, avec l'idée que à la sortie, on est finalement, on soit passé d'une conviction naturelle de 50% à peu près de notre promo à 70 à 75%, et là on est content. Donc oui, en effet, c'est au cœur de notre manière de penser l'éducation aujourd'hui. Alors, je suis désolée, je pensais que vos fonctions étaient affichées dans notre dos, donc je ne les ai pas précisées. Donc, la diapo, si c'en est une, a disparu. Merci. Voilà. Donc, je précise, Marie-Laure Salès-Génit, que vous dirigez l'école de management de Sciences Po, et Nicolas, tu es fondateur d'INCO. Alors, vous nous parliez des élèves et de leur réceptivité. Qu'en est-il de ceux qui les recrutent ? Est-ce qu'ils sont là aussi ? Est-ce qu'ils ont changé on va pas aller jusqu'au mot changer de paradigme, mais au moins changer de vision à ce sujet. Alors, on est au milieu du gué, je crois, en fait. Hein, c'est assez clair. Donc, le projet de l'école, le sous-titre de l'école, c'est pour une prospérité inclusive et durable. Donc, ce projet-là, il est reçu très positivement par nos partenaires entreprises. Nous avons de très nombreux partenaires entreprises de toutes formes et de toutes tailles, une grande entreprise, CAC 40, des petites entreprises, des moyennes entreprises, plus locales, etc. Donc, tous nos partenaires entreprises reçoivent vraiment ce projet très positivement, mais eux-mêmes sont au milieu du gué, comme on le voit partout en termes de mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, comment on met ça en place concrètement. Donc il y a des vraies questions, par exemple, sur les systèmes comptables, qui, on le sait bien, ne nous emmènent pas là où ils devraient nous emmener. Donc on est en pleine transformation, en pleine réflexion sur ces systèmes comptables. On a de vraies réflexions sur les systèmes de management des ressources humaines. Je parlais hier avec Pascal Demurger, qui me disait qu'à l'intérieur de la Maïf, on avait renommé la direction des ressources humaines la direction des richesses humaines. Et c'est quelque chose que je dis à mes étudiants tous les jours. Arrêtons de parler finalement du capital humain. Parlons en effet des richesses humaines. Et revenons le poids des mots est extrêmement fort, extrêmement puissant. Il va ensuite, en fait, structurer la manière dont on va mettre en place des outils de management de ressources humaines ou de richesses humaines, et ça ne sera pas du tout les mêmes, en fait, dans les deux cas. Donc, on est clairement au milieu du gué. J'étais hier après-midi au ministère
solidarité de la transition écologique, qui, Christophe Ittier, le haut-commissaire, vient de lancer un projet, une initiative qui s'appelle 10% pour tout changer. L'objectif de ce 10% pour tout changer, c'est de se dire il nous faut 10% d'acteurs du monde de l'entreprise qui soient convaincus par ce changement de paradigme, parce que c'est là qu'on va avoir un vrai effet de bascule. Donc il met en place en fait un système, une architecture de coordination dans laquelle un certain nombre d'entre nous sommes impliqués comme porteurs de groupes de travail, et l'idée est de réunir autour de ces groupes de travail une large majorité de personnes de bonne volonté qui vont ensuite être des relais dans leurs industries, dans leurs territoires, dans leurs réseaux divers et variés, avec exactement cette idée-là. Comment on sort du milieu du gué pour être véritablement dans la structuration, l'institutionnalisation de ce nouveau paradigme. Il faut travailler à tous les niveaux. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut travailler du bas vers le haut, que les initiatives multiples sont extrêmement importantes, mais cette coordination, elle peut être aussi plus efficace si elle est faite à des niveaux comme celui-là, au niveau du politique. Le politique a un rôle à jouer ici. Le politique a aussi un rôle à jouer au niveau de l'institutionnalisation à travers les lois, parce que mine de rien, si on fait une loi Pacte plus, on peut avoir un effet levier sur le système dans son ensemble qui est extrêmement important. Si on valide une transformation des systèmes comptables au niveau national et qu'on les inscrit dans la loi, on peut avoir un effet de levier beaucoup plus important. Donc je suis convaincue par la nécessité d'interagir avec une pression qui vient du bas et une restructuration, une réinstitutionnalisation qui va passer nécessairement par le politique. Et le rôle des collectivités locales, bien sûr, est indispensable. Et puis, bon, si c'était le citoyen qui votait le Mercosur, ça se saurait. D'ailleurs, probablement que le Mercosur ne serait pas voté si c'était le cas. Pascal Andrieux, alors qu'en pense la grande entreprise? Vous êtes responsable RSE d'un grand groupe, Malakoff Médéric Humanis. Vous dirigez la fondation Malakoff Médéric. Et dans votre secteur, le mot innovation, je reviens à se préserver et innover, le mot innovation, il ponctue quasiment chacune des phrases. Donc, comment on arrive à conjuguer préservation d'un patrimoine mondial humain commun et innovation dans un secteur qui est aussi concurrentiel qu'un autre, finalement? Merci, bonjour. C'est la première fois que je viens, donc merci. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Après, je pense que mettez bien le micro. Oui, comme la majorité, donc moi je représente Malakoff Médéric Humanis, mais je peux représenter la majorité des entreprises de notre secteur. On est membre de l'ESS, que ce soit les mutuelles ou les groupes de protection sociale. Donc je pense que globalement, l'ensemble de nos groupes vise finalement à avoir une société plus juste, plus inclusive. Et donc on a plutôt un principe qui sort de la politique, c'est-à-dire qu'on mise sur la performance, finalement sur notre performance économique, pour dégager des fonds qui vise à alimenter et servir l'utilité sociale et servir finalement d'accélérateur pour l'ensemble des projets qui sont soutenus par l'ensemble de nos groupes. Donc c'est un petit peu la pratique qu'on a. Donc on est un peu éloigné du milieu politique, hein, honnêtement. Quand on parle des 10% d'entreprises, je pense qu'on est peut-être déjà à 10%, je ne sais pas ce que représentent les 10%. Finalement, moi c'est un peu les concepts hein, quand même. Hein. Donc voilà, donc, en termes d'innovation, nos groupes finalement ils œuvrent sur différents champs. Donc on part de sujets assez classiques qui sont des sujets de subvention. Finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal de porteurs de projets dans l'écosystème qui sont seulement dans des phases de réflexion, d'expérimentation. Et là, finalement, on vise à pousser, à leur donner un petit coup de pouce. Après, on rentre dans des phases finalement d'accompagnement de projets, d'incubation. Donc là, on travaille avec pas mal de personnes qui sont ici, comme Entropia, comme d'autres acteurs, comme Blue Factory de SCP, comme Polytechnique. Et là, finalement, on vise à accompagner des projets qui sont en phase d'amorçage. Ça, c'est le deuxième volet. On est là aussi pour pousser les initiatives et on fait pas mal de sourcing. Donc on a des équipes sur le terrain. On est très proche de l'écosystème local. On est très peu parisien, très proche de l'écosystème. Et là, on a formé... Et Paris, c'est une localité aussi. Hein. Oui, grande localité. Donc on a formé nos équipes à l'innovation sociale pour aller sourcer. Et là, on se fait accompagner du MOVE, d'Ashoka, justement pour aller accompagner des projets, sourcer et les amener en incubation. Donc ça, c'est une partie du volet. Derrière, finalement, on cherche aussi à accompagner ces projets. C'est ce que fait INCO, hein, dans la mesure d'impact social, parce que finalement, la difficulté de notre secteur, notamment pour nous, typiquement, quand on est au sein de notre entreprise, globalement, on a tendance à nous dire, vous accompagnez des projets qui sont que des projets d'impact social.
Et on voit bien, avec les gestionnaires de fonds, finalement, on mixe bien impact social et impact économique. Il y a aussi énormément de licornes qui ressortent et qui permettent d'avoir des taux de rendement élevés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pousse. Donc on aide à mesurer l'impact social pour ces porteurs de projets. Et dernier volet, on voyait bien qu'on était très peu présent en termes d'investissement. C'est un secteur où on rencontrait les entrepreneurs sociaux, des sociétés, beaucoup de jeunes, comme vous l'avez dit, et ils nous disaient, finalement, on est en levée de fonds, on a besoin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc on dépasse le cadre financier. Donc là, on est rentré, d'ailleurs, on a rencontré les équipes Inco, d'ailleurs, on est rentré dans la volonté, on crée un fonds d'impact social, parce qu'on avait un fonds start-up, mais dès qu'on présentait des projets qui venaient de l'ESS ou autres, eh bien, le directeur financier nous disait, votre projet, finalement, c'est pas assez tech, il n'y a pas un taux de TRI suffisant, c'est quoi le retour d'investissement à 7 ans? Et donc, pour contourner le dispositif, on a créé un fonds d'impact social avec des taux de rendement moins élevés et qui permet de porter d'autres projets. Donc, on vient d'accompagner 2 projets. Donc voilà, c'est une volonté maintenant d'aller plus sur ce volet de financement, mais plutôt dans une logique. Alors, on va dépasser le cadre d'accompagnement de la levée de fonds, mais c'est l'idée d'aller dans de la co-création. Aller travailler avec ces investisseurs, avec cette nouvelle société pour créer des nouveaux services à destination de nos clients, à destination de la société et surtout leur ouvrir de nouveaux marchés. Parce qu'il y a quand même pas mal de nouvelles idées, de bonnes idées, mais souvent il y a une confrontation avec le marché. Donc comment j'arrive à m'ouvrir à différents secteurs? Donc c'est un petit peu la volonté, en tout cas actuelle. Alors là, j'ai bien compris qu'on préserve le lien social, mais sur la préservation, ne serait-ce que de la ressource, la préservation de notre environnement, la préservation de la biodiversité, ces questions-là, elles ne peuvent plus être ignorées de la part d'entreprises et de grands groupes comme le vôtre. On a un prisme un peu particulier dans la mesure où on est très lié à des sujets socio-sociétaux. Et c'est vrai que le volet environnemental est un peu un sujet qui a été un peu délaissé par notre groupe. Donc on a des actions qui sont plutôt en interne et qui passent plutôt par la politique ISR. Notre politique d'investissement, elle est très orientée environnement. Donc c'est ces dispositifs qu'on met en place. Et l'idée qu'on a prochainement, c'est de travailler sur un sujet environnement-santé. Parce que quand on est assureur santé, on voit bien les impacts de l'environnement sur la santé et ce que ça peut avoir d'impact sur le contrat pour nos clients. Donc on va investir le sujet d'environnement de santé prochainement. Alors Éric Julien, vous êtes un peu mon grand témoin ici. Vous aimez bien nous faire prendre de la hauteur quand vous intervenez. Allez, reprenons au début. Est-ce que, parce que bon, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression parfois de lire dans vos pensées. Je me dis, quand on a parlé, je fais ça parfois à mes heures perdues. Quand on a parlé finances responsables, quand on a parlé finances durables, quelque chose me dit que il y a une petite décharge électrique que vous étiez peut-être pas totalement convaincu. Merci. J'ai un double challenge à relever. Vous tenir réveillé à 15h l'après-midi, ce qui n'est pas simple. Alors qu'il fait si beau dehors. Et être un grand témoin avec 1m71, c'est pas gagné non plus. Mais on va essayer de relever le défi. 1m70 pour ce qui me concerne, donc vous voyez. On va essayer de relever le défi. Je prendrais bien un petit détour pour essayer de nourrir notre réflexion. Petit détour qui partirait de 2 citations. La première citation, elle vient de notre regretté philosophe Michel Serres, qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui écrivait dans un de ses ouvrages « Nous sommes le monde, nous fonctionnons comme le monde et la nature, mais nous semblons l'avoir oublié. Il faudrait remettre le monde et la nature dans nos pensées, dans nos réflexions. » Et c'est vrai que j'étais au ministère de la Transition écologique il n'y a pas très longtemps, à la Grande Tour à la Défense, et quand je tenais ces propos, je cherchais désespérément une tache verte. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Difficile de penser transition écologique quand il n'y a pas un brin d'herbe, pas un arbre, pas un élément qui nous le rappelle. Ça, c'était la première citation. Et la deuxième citation, elle vient d'un extrême radicalement opposé, puisqu'elle vient d'un chaman, un chaman Kogi qui vit en Colombie, qui n'est jamais sorti de sa montagne, qui était invité une fois en France pour des conférences. Et dans une conférence, une personne l'interpelle et lui dit « Monsieur le chaman, qu'est-ce que vous pensez de notre monde ? On était en ville, dans les bouchons parisiens, avec ces petits trucs qui clignotent, ralentissez, vous vous gazez. » Donc c'était un peu spécial pour lui, quand il faut qu'on ralentisse la vitesse des voitures. Voilà, et donc un participant lui demande « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de notre monde ? Qu'est-ce que vous pensez de notre modernité ?» Et donc sa réponse a été la suivante « Vous faites de très belles choses matérielles, mais sur un plan spirituel, on dirait, sur un plan de la pensée, vous avez oublié le monde. » Et je trouvais intéressant que ce philosophe qui n'est pas technophobe du tout, enfin qui n'était pas, et ce chaman qui vit dans sa forêt, finalement disent la même chose. Aujourd'hui, la nature n'est plus présente dans nos pensées, plus présente dans nos modes de fonctionnement, plus présente dans nos raisonnements. Or, nous sommes
des êtres de nature, nous sommes des êtres vivants. Donc la question que je me suis posée, ça va venir à votre question, à vous, c'est finalement que voulait dire Michel Serres. Il a écrit un livre là-dessus, Le contrat naturel, en disant il faut remettre la pensée, le monde, il faut remettre la nature et le monde dans nos pensées. Donc on a travaillé avec un groupe de chercheurs de l'ENS de Lyon, de l'université de Grande-Bretagne, au nord de la Grande-Bretagne, avec d'autres universités et centres de recherche, pour essayer d'identifier de manière très pragmatique 9 principes sans lesquels il n'y a pas de vie. Et alors on a essayé de regarder comment ces 9 principes pouvaient nourrir nos réflexions, parce que si on ne les met pas en œuvre, l'inverse de la vie, a priori, c'est la mort. Donc tout projet qui ne réintègre pas, et là pourrait y avoir de l'innovation, ces 9 principes dans son mode de fonctionnement, par nature perpétue les paradigmes actuels dont on sait qu'ils sont mortifères et qui ne sont plus, ils sont plus adaptés. C'était notre chaman à nous, Einstein, qui disait c'est pas le système de pensée qui nous a amenés à la situation qu'on est aujourd'hui qu'on va trouver des nouvelles réponses. Il faut changer, on l'a évoqué à plusieurs reprises, de paradigme. Donc pour changer de paradigme, on s'est dit, bah tiens, allons rencontrer ces sociétés dites que notre modernité a appelées archaïques et sous-développées, pour essayer de regarder, eux qui n'ont jamais coupé leur lien à la nature, comment ils répondent aux mêmes questions que nous, décider, gérer des projets, être heureux, gérer des conflits, exactement la même chose, mais eux s'appuient toujours sur ces principes du vivant. Donc on a croisé ces 3 principes, ces 3 regards, la science, l'anthropologie, les grandes questions sociétales aujourd'hui, pour voir qu'est-ce que ça ferait émerger. C'est assez déroutant, ça amène à réinventer complètement. Alors, je ne réponds pas à la question parce que c'est plus du tout la question. On n'est plus du tout là, en fait. On vous suit. Vous suivez. La question était posée pour moi de l'ancien monde, et là, ça ouvre. Comment réinvestir le champ de l'animation des hommes? Parce que la question de gouverner ou de manager des hommes, elle n'est pas nouvelle. Je n'ai pas bien connu Cro-Magnon, et je pense que la parole au moment où je parle de Cro-Magnon. Allez-y. Comment on va faire ensemble pour chasser le roc? L'animation des hommes, la gestion de projet, elle n'est pas fondamentalement nouvelle. Et on se rend compte dans l'histoire que lorsque ces principes de vie sont conscientisés, c'était un géographe, Élisée Reclus, qui disait ça, nos sociétés modernes traversent des périodes de progrès. Progression humaine, culturelle, scientifique, bien-être, joie de vivre, etc. Lorsque ces principes du vivant ne sont pas traversons des époques de régression. C'est peut-être la batterie qui... voilà. Vous voyez, même la batterie me lâche, alors l'innovation. C'est pas bon, ça. Nous traversons des périodes de régression. Et c'est intéressant de regarder, par exemple, en l'an 1000, on est en Andalousie, ces principes, alors c'est un califat musulman, il y avait les juifs, les arabes, les orthodoxes, les chrétiens, qui vivaient dans les mêmes zones, qui réfléchissaient ensemble, qui dialoguaient ensemble sans aucun problème. Ça a été une période de profusion culturelle, scientifique, économique extraordinaire, et c'est venu, je crois, c'est un peu particulier pour nous parfois à entendre, c'est ce monde-là qui a innervé toute la Renaissance en Europe. Donc on voit bien que quand ces moments-là, dialogue, sens, etc., existent, on est capable de toutes les inventions. Quand ça n'existe pas, on tombe dans des périodes de régression, et je pense que nous vivons une grosse période de régression. Alors, les 9 principes dont vous nous parliez. Moi, je peux vous en citer un ou deux, parce que les 9, ça va être un peu long, mais je vous en citer un. Connaissez-vous l'apoptose? Est-ce que ça parle à quelqu'un, l'apoptose? À qui? Levez la main. Qu'est-ce qui peut nous donner une définition claire, nette et précise de l'apoptose? Il y en a au moins 2. Oui, mais pourquoi? Alors, il y a enfin, de ce que j'en sais, il y a ça, mais autre chose derrière. C'est mieux que question pour un champion. C'est la question à 1000 €, là. Alors, c'est effectivement un processus de... La mort programmée des cellules. C'est un processus de suicide cellulaire. Mais pourquoi? C'est surtout pourquoi. Pourquoi ce processus de suicide? Parce que... Alors, il semblerait, je ne suis pas forcément spécialiste du sujet, il semblerait que lorsque les cellules ne reçoivent plus d'informations sur leur utilité, elles se suicident. Tout rapprochement avec une grande entreprise de télécom n'est pas à faire. On en sourit, mais c'est juste une manière de se dire que la communication, la relation n'est pas un principe éthique ou moral où c'est bien de manager en faisant ça ou ça. C'est une condition de survie des organismes vivants. Donc, premier élément, la qualité du lien social, parce que c'est physiologique. Et quand on regarde dans ces sociétés que nous avons appelées sous-développées, archaïques, etc., primitives, le lien social est au cœur de leur projet. Donc, comment remettre cette qualité de lien
peut-être en osant prendre liberté, égalité, fraternité et en les descendant dans notre quotidien, dans les écoles, dans les mairies, ce qu'on n'a pour l'instant pas fait beaucoup. Pas jamais, mais pas beaucoup. Voilà. C'est un exemple. Un deuxième principe très bête, c'est l'homéostasie, donc ce principe d'équilibre et d'harmonie entre les parties. Et nous portons de l'homéostasie, c'est ce qui nous permet d'être vivants et de ne pas être malades. Pour être en état d'équilibre et d'homéostasie, il faut que chaque partie du corps, en l'occurrence vous, mais du système, ait accès au sens partagé et que les informations circulent pour qu'elles puissent s'équilibrer sur un sens partagé. C'est des principes basiques, mais pour travailler beaucoup en entreprise et beaucoup dans des ONG, et bizarrement les ONG sont parfois plus violentes que les entreprises, parce qu'elles disent, nous, comme on est une ONG, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là. Il y a une violence incroyable liée à l'absence de conscience de ces principes. Et j'oserais même quelque chose, pour terminer cette non-réponse à votre question, qui est de je vais y dire, revenir, vous ces inquiétez pas. principes sont parfois compliqués à appréhender parce qu'ils sont invisibles, ils sont éminemment féminins. Ça veut dire que si on remettait un tout petit peu de féminin dans notre monde, ça nous ferait peut-être pas de mal. Ouais, mais ça... Ça mange pas de pain. Non, elle est un petit peu facile quand même. Mais bon, on prend. C'est facile, mais je suis le premier à le faire. Hein. Non, mais on prend. Tout, on prend. Il n'y a pas de problème. Ceci dit, pourquoi le féminin ? J'ai beau faire des essais terribles, je n'arrive pas à vivre une expérience que les femmes vivent, qui est de donner la vie. Et quand ces sociétés dites traditionnelles, primitives, parlent de ce moment-là, il se passe deux choses particulières. C'est la protection, c'est-à-dire la confiance, la valeur de la confiance et de la protection dans le ventre de la maman, qui garantit une qualité de relation et de lien. Donc c'est écrit pour ces sociétés-là dans le vivant et dans la nature. Donc remettre de la confiance et de la relation, c'est pas juste éthique pour bien faire, c'est un principe de vie. Oui, mais parfois il arrive que les pères... je pense au manchot empereur, précisément. L'espèce humaine, c'est pas toujours le cas, mais il arrive que les pères prennent l'ampleur totale de leur responsabilité et leur rôle dans l'éducation et la protection des enfants et donc de leur environnement. Je reviens quand même à la question qui nous occupe de façon peut-être un tout petit peu plus pointue sur la préservation et l'innovation. Est-ce qu'on peut, à votre sens, conjuguer les deux? Et j'insiste un petit peu sur la question de la finance responsable ou de la finance durable, parce que une partie des militants écologistes dont vous faites partie et moi-même revendiquons plutôt une transformation du système plutôt qu'une adaptation. Préservation, innovation. Je vous dirais juste une chose qui m'a troublé au contact de ces sociétés dites primitives. C'est une société dans laquelle, ce sont des sociétés, et ce n'est pas la seule, dans laquelle le mot guerre n'existe pas. C'est-à-dire que l'idée de détruire l'autre n'a pas été inventée. Il y a des conflits quand même. Il y a des tensions, comme dans toute société humaine, mais l'idée de détruire l'autre n'a pas été inventée. Donc c'est, semble-t-il, et je n'ai pas envie d'être indien demain, l'idée n'est pas là, semble-t-il, ces sociétés portent ces principes qui leur permettent de vivre en paix en respectant les ressources. Je vous donnerai un deuxième exemple. En respectant le vivant dans son ensemble et pas seulement les semblables. Et ce qu'on appelle, nous, les ressources. Il y a pas très longtemps, Thomas Pesquet, qui est parti dans la dernière émission Voyage en terre inconnue de Frédéric Lopez, qui est invité dans cette communauté en Colombie, les Kogi, et qui a eu cet étonnement de dire comment se fait-il que ces hommes et ces femmes qui n'ont rien, au regard de nos richesses à nous, de nos technologies, arrivent à protéger des hectares et des hectares de forêt, alors que nous, qui avons une surpuissance technologique de moyens, etc., nous n'arrivons à rien. Donc c'était une manière de souligner, et c'est lui qui parle, lui qui est le summum de notre technologie, que nos outils, aujourd'hui, je vous disais ça tout à l'heure, y compris les modes de financement solidaire, ne sont plus adaptés aux enjeux. Ma réponse à votre interpellation, c'est comment, d'urgence, conscientiser et préserver des espaces où on peut apprendre et transmettre les principes qui fondent la vie. Deux choses. Nous sommes très forts en termes de modernité pour inventer des nouvelles technologies, des nouveaux outils, des nouveaux moyens de transformer la matière. La question d'apprendre à être humain ensemble, elle se réinvente à chaque génération. Donc c'est comment réinventer ces principes pour essayer d'écrire une histoire demain qui réponde un peu à celle de ces Indiens, c'est-à-dire vivre en paix ensemble et en joie. Et ces Indiens-là, ils sont au nombre de 300 millions, enfin les Indiens en général. C'est René Char qui les appelait les invisibles, ceux que notre développement ne voit pas. Et je pense qu'il ne s'agit pas de dire les bons Indiens et les vilains civilisés, c'est pas ça, mais que de ce genre de dialogue fécond et respectueux pourrait sortir des réponses intéressantes
exactement à cette question. C'est-à-dire, décolonisons nos imaginaires, ouvrons nos registres de réflexion et osons les ouvrir à ceux que notre modernité a relégués dans les marges, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire. C'est souvent des marges de l'Empire que naissent les révolutions. Oui, René Char les appelait aussi les désenchantés silencieux, c'est-à-dire ceux qui voient les premiers la lumière et ceux qui signalent l'extinction du rayon lumineux. Mais au-delà de la relation entre êtres humains, j'insiste un petit peu, puisqu'il a beaucoup été question ce matin de biodiversité, il y a la relation entre êtres vivants, partageant une planète dont les ressources sont finies. Alors, ont une finitude en tout cas. Dans ces sociétés-là, nous ne sommes que le fruit de nos relations. Ils partent du principe que si nous avons des relations à peu près fluides et de qualité, tout se passera bien dans le corps social. Paradoxalement, et ma fille qui est dans un collège vient de vivre une situation de harcèlement terrible, dans ce collège, je n'ai pas envie de généraliser, où la conscience de la relation, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un philosophe qui s'appelait René Girard, qui a travaillé sur le bouc émissaire. C'est un autre, le bouc émissaire et la violence mimétique. Voilà, c'est des phénomènes qui sont agissants, très puissamment agissants, qui parlent de la relation ou de non-relation, et on a beaucoup de mal avec ça. Donc simplement d'ouvrir, je reprenais l'exemple de la grande société de télécom, cette question de la relation, de l'intersubjectivité, que personne n'a tort, personne n'a raison, mais qu'ensemble on peut construire quelque chose, pour moi c'est vital, et ces sociétés-là le portent. Derrière, on peut mettre les outils, derrière, on peut mettre autre chose. Mais quand on se dit nos paradigmes ne sont plus adaptés aux enjeux de notre temps, comment se fait-il qu'on continue à réfléchir avec les mêmes outils, les mêmes paradigmes? Et on entend bien les paradigmes qu'il y a derrière pour les nommer. On continue comme si de rien n'était, c'en est un. Bon, c'est un peu bizarre. On fait de la décroissance, pour reprendre les termes de Pierre Rabhi. C'est pas motivant pour les jeunes générations et pour ceux qui n'ont pas bénéficié de la croissance. On fait de la technologie, on envoie des voitures dans l'espace et ça va résoudre tous les problèmes. Ou alors on fait quoi? Mon parti pris, c'est de dire on réinvente un paradigme qui soit en alliance avec la vie. Et dans ce dialogue avec le vivant, dont ces sociétés peuvent être les ambassadeurs, on va trouver la réponse. Parce que là, s'il y en a une qui est imaginative et créatrice, c'est la nature. Absolument. Pascal Andrieux, alors sans forcément vouloir tous devenir des Indiens Kogi ou des Indiens Yanomami, enfin personnellement ça ne me dérangera pas, mais bon, c'est pas le cas pour tout le monde ici, des Indiens Yanomami, ou il y en a d'autres évidemment, des peuples premiers et encore vivant encore selon les principes de leurs anciens. Vous êtes dans un secteur, la santé, la protection, la solidarité, où le risque climatique, les effets de l'urgence climatique, les effets de l'effondrement de la biodiversité menacent directement celui justement qui est chargé de l'innovation et de la sécurité, de la protection. Je pense à la mutuelle, je pense à l'assureur, je pense à l'innovateur dans ces sujets-là, enfin dans ces secteurs-là. Donc, est-ce que c'est une réflexion dont vous pouvez faire l'économie aujourd'hui? Ça semble impossible de faire l'économie de ce contexte d'urgence climatique et d'effondrement de la biodiversité. Non, je pense qu'on n'en fait pas l'économie. Je pense qu'on n'a pas l'expertise et les compétences. C'est pour ça qu'on s'entoure. C'est pour ça que même dans le cadre du fonds, enfin, on a un fonds qui est plutôt lié à la e-santé. Donc là, on se fait accompagner avec des fonds spécialisés qui nous aident finalement à mieux maîtriser ce sujet. On a un gros volet sur l'intelligence artificielle, de manière à bien en mesurer les limites et bien s'assurer que finalement la place de l'humain reste la plus importante et que finalement l'IA n'est qu'une technologie qui vient en support pour accompagner et aider à résoudre différentes problématiques. Non, donc c'est quelque chose dont on va dire qu'on ne s'en dédouane pas. En tant qu'assureur santé, on a un devoir vis-à-vis de nos clients. Et l'objectif, en tant que structure non lucrative, on n'a pas d'actionnaire, c'est de réinvestir le maximum de fonds dans ces problématiques. C'est vrai qu'on a un prisme qui est quand même, au départ, beaucoup plus axé sur des thématiques sur le bien vieillir, le grand âge, le handicap et le cancer et les maladies chroniques, qui sont aussi des vraies problématiques en tant qu'assureur santé. C'est là qu'on consacre la plus importante partie de nos efforts. On voit bien, quand on parle d'innovation et préservation, on voit qu'on a quand même encore de nombreux besoins qui sont non couverts ou mal couverts. On essaye de faire de la prospective sur des besoins futurs. Et comme je vous disais tout à l'heure, les sujets, alors via notre politique RSE, les sujets d'environnement santé sont un sujet
dont le groupe va s'emparer. Mais Oui, parce que qui est très complexe. Moi, enfin, pardonnez-moi Oui, d'insister allez-y. sur ce point et d'être un peu béotienne, mais quand vous parlez de cancer et de maladies chroniques, c'est pas d'aujourd'hui qu'on sait, même si on le sait de plus en plus, que les conditions environnementales, les perturbateurs endocriniens, la pollution de l'air, la pollution des cours d'eau, tout ça ont un impact direct sur la santé publique, sur l'apparition de nouvelles maladies, sur la multiplication, enfin sur l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. On sait que, ne serait-ce qu'en France, ce sont 70 000 personnes qui meurent prématurément chaque année du fait de la pollution de l'air, et à l'échelle de l'Union européenne, ce sont 500 000 personnes qui meurent prématurément chaque année, des personnes qui auraient dû continuer de vivre dans de bonnes conditions de santé et qui ne le peuvent pas à cause de la pollution de l'air. Ça, c'est pour ceux qui en décèdent, et il y a évidemment ceux qui développent des maladies chroniques et qui en souffrent et qui pèsent. Voilà, et il y a des questions également liées entre le lien éventuel entre pesticides, agrochimie en général, et apparition du phénomène de l'autisme ou du prisme de l'autisme est également posé. Donc, je m'étonne que vous parliez encore au futur sur la prise en compte de tout ça. Oui, on en parle franchement au futur, parce que il y a des acteurs qui sont, je dirais, encore plus concernés que nous, et qui pour l'instant n'ont pas forcément agi, y compris dans le monde associatif ou autre. Donc nous, c'est un sujet qu'on considère un sujet important. On n'en maîtrise pas forcément toutes les causes, on n'a pas forcément la compétence en interne. Je pense que sur la santé, il y a bien d'autres sujets qui sont déjà à traiter quand on voit différents désengagements de l'État ou autres, qui sont déjà à prendre en compte par nos structures. Le sujet de l'environnement santé, c'est un autre sujet qu'on souhaite aborder, mais qui totalement n'est pas encore abordé clairement, je pense, par l'ensemble à la fois des assureurs, des mutuelles et des groupes de protection sociale. Mais alors, c'est quoi la solution? C'est que vous augmentez les primes pour faire face? C'est facile. Non, l'idée, c'est pas d'augmenter les primes. Mais c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est de la performance. C'est la performance économique qui permettra, de nos structures, qui permettra de dégager les fonds nécessaires pour accompagner les différents acteurs qui travaillent sur le sujet. Sachant qu'on sera à chaque fois que des contributeurs et des accompagnateurs de projets. Nicolas, je continue à faire la béotienne cet après-midi, mais ça va pas durer. Nicolas, pareil, même étonnement. C'est pas d'aujourd'hui qu'on sait que investir, et non dépenser, mais investir dans une transition écologique et solidaire ou une finance qu'on pourrait dire responsable rapporte de l'argent. Que par exemple, les énergies renouvelables sont devenues profitables, au moins aussi profitables que certaines énergies fossiles. C'est pas d'aujourd'hui, même si on en parle un peu plus ces derniers mois, que l'opinion publique s'intéresse à ces sujets-là et se pose la question de la façon dont son argent est investi. Que le personnel, les employés, les salariés de ces grandes banques, de ces grands instituts financiers, de ces grands fonds de pension, fonds d'investissement, fonds de retraite, se posent la question du sens de leur travail et de leur rapport à la qualité de vie de tous. Et pourtant, moi j'ai animé il y a quelques mois une grande conférence sur la question de l'investissement, de la finance verte, etc. On était très contents de donner des grands chiffres, des dizaines de milliards investis, etc. Mais sauf qu'effectivement, on se rend compte que c'est grosso modo entre 0,5 et 1% des investissements totaux de la planète finance. Donc comment se fait-il qu'on en soit encore à cette petitesse, quoi, ce petit 1%? Bon, moi je suis d'accord avec vous, Audrey, globalement. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Je comprends bien où vous nous emmenez. Et on est tous d'accord, je pense, ici. C'est-à-dire que ça va pas assez vite, c'est trop lent. De toute façon, dans 30 ans, on se prend le mur. Il faut de la radicalité, non, parce que et je suis d'accord. Ce qui se passe, mais bien sûr que c'est maintenant. Je parlais des maladies chroniques et tout ça. Les effets du réchauffement climatique, les effets de l'effondrement de la biodiversité, c'est maintenant. Mais bien sûr que c'est maintenant. On est d'accord. Okay. Mais alors, moi, j'ai pas dit que j'étais optimiste. Qu'est-ce qu'ils attendent, vos copains, là? C'est pas mes copains, déjà. Justement. Non, mais on est parfaitement d'accord. Et je pense qu'on est dans un monde où, finalement, il faut pas oublier que, effectivement, la puissance, quand on dit la finance,
La finance, moi je me suis mis à faire de la finance. Pourquoi? Ça m'intéresse pas du tout à la base, la finance. Les cours de finance m'ont toujours ennuyé au plus profond. Mais moi je me souviens que Eric Cantona avait dit, et ça ça m'avait C'était les grands marqué. philosophes. Et Eric Cantona, c'est lui qui m'a donné l'idée de créer ce groupe. Hein. Donc on le respecte. D'où le code Et Canto, Inco, je cherche. Voilà, exactement, Voilà. il y a un truc. Il y a un lien. Non, il avait dit un truc après la crise financière, il avait dit bon, on va tous demain, il avait donné une date, après-demain, on va tous dans nos banques et on va retirer notre argent et là, le système financier s'écroule et on rebâtit tout from scratch à partir de là. Non, mais c'était hyper intelligent, hein. Parce Oui, que alors, il n'est pas le seul à le dire. Et en fait, non, mais la puissance médiatique. En 2008, on a eu un peu peur. Hein, quand des gens commençaient à faire la queue devant des banques, notamment en Allemagne, on s'est beaucoup inquiété. Bah oui, mais on s'est inquiété. Mais d'un côté, ce qu'on a compris, moi, ce que j'ai compris là-dedans de cette phrase, c'est qu'en fait, l'argent, il n'appartient pas aux banques. L'argent, il n'appartient pas à 3 personnes qui ont des gros cigares dans des hautes tours et qui, en fait, se disent le monde va exploser dans 30 ans. Non, pas du tout. Non, ils se disent même pas ça. En fait. L'argent, il appartient à vous, à moi. Les fonds de pension, c'est un vrai sujet, c'est les retraites. Et on a un comportement qui est ultra schizophrène. C'est-à-dire que, d'un côté, en théorie économique, c'est ce qu'on appelle la théorie du passager clandestin. C'est-à-dire qu'à la fin, on se dit, et ou le dilemme du prisonnier, c'est à la fin, on se dit, moi, je suis conscient, j'ai envie de faire des choses, etc. Mais à titre personnel, c'est là où on n'a pas envie de faire des concessions et on est un petit peu bloqué par rapport à ça. Mais on en est là. Et ce qui est terrible, en fait, ce qui est dramatique, c'est que finalement, on voit aussi que les inégalités, parce qu'on peut pas déconnecter, et ça c'est très important, l'environnement de la question sociale, parce que les deux vont avec et sont ultra connectés. Et que les inégalités, elles grandissent comme elles n'ont jamais grandi. Et c'est un phénomène concomitant. Elles sont aggravées par le réchauffement climatique. Et elles sont aggravées. Et qu'il y a aujourd'hui une poignée de gens par pays qui détiennent quand même la plupart des richesses, avec tous les autres qui n'ont quasiment rien. Donc, c'est là où la difficulté, mais avec l'espoir toujours, et ça, je pense qu'il y a une dimension psychologique qui est très forte, avec l'espoir que nous-mêmes, parce que ça, c'est ce qu'on nous instille de très jeunes, si on bosse bien, si on y arrive bien, eh ben, on pourra être à ce niveau-là, et on pourra aussi nous-mêmes réussir, etc. Donc, on est dans un... Non, mais c'est quoi la réussite ? Dans une réussite financière, je dis pas que c'est ce que je pense, mais sinon j'aurais fait autre chose. Mais je pense que c'est très fort et c'est très ancré. Et donc là, on est dans la vraie contradiction de l'espèce humaine, de tous, de nous tous, de même vous, Audrey. Je suis sûr qu'il y a des trucs que vous êtes un peu. Il y en a pas beaucoup. Hein. Bon, franchement, mais il y en a eu. Personne n'est parfait, personne n'est exemplaire, évidemment, et surtout pas moi. Mais franchement. Mais en tous les cas, on est tous dans une contradiction, y compris quand on parle de la philanthropie aujourd'hui. C'est toujours, parfois, ça peut être dur. On a des cas de conscience en se disant, je représente la philanthropie et j'essaie de faire du bien pour une entreprise qui peut-être contribue aussi au réchauffement climatique, contribue à faire les choses. Et on est tous mis en confrontation face à ces contradictions-là. Voilà. Après, vraiment, c'est comme le colibri de Pierre Rabhi. Chacun doit prendre sa part. C'est-à-dire qu'après, on doit tous être conscients qu'effectivement, on va pas sauver la forêt en étant un colibri. Mais si on s'y met tous, peut-être que ça ira. Mais ça va pas assez vite. Il faut plus de radicalité, il faut plus de force. Et ça, je suis bien d'accord encore une fois. Mais c'est peut-être là qu'intervient justement le politique. Mais tout à l'heure, vous nous disiez, finalement, il ne sert pas à grand-chose. Mais non, moi je pense que ça sert à rien. Parce que, non, mais je comprends ce que vous dites et je suis d'accord. Parce qu'en fait, les intérêts sont trop interconnectés. C'est-à-dire que on ne bouscule. Soit on les tue tous, c'est-à-dire. Non, mais et on prend. Il ne s'agit pas de les tuer, il s'agit de faire ensemble. Mais on fait un putsch écologique. Je suis d'accord, allons-y. Non, mais ça peut être une option. Le 10 juillet à 15h54. On avait un ministre qui était là, vous avez raté l'occasion. J'avais prévu de lui poser un certain nombre de questions. Mais vous inquiétez pas, il a l'habitude. Hein. Il a bien l'habitude que je lui pose des questions. Non, mais c'est-à-dire que soit on prend le pouvoir, soit on essaie soit on essaie après chacun de contribuer. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à ma toute petite échelle.
Mais moi, je crois vraiment au fait du langage par la preuve. Et je pense que ça, c'est un élément qui est fort aussi. C'est de montrer qu'on peut faire autrement. C'est-à-dire le fait de dire, on fait flipper tout le monde si on dit, oh ben c'est tout, on arrête le pétrole, on arrête le truc, on arrête tout, on arrête le plastique. Et demain, il y a une espèce de... Les gens, ils mettent la tête dans le sable comme des autruches parce qu'ils se disent, mais il n'y a pas d'alternative finalement. Et si on peut le faire. Et donc... Il y a 3/4 de l'humanité qui fait ça en fait. C'est ça dont on ne se rend pas compte. Mais il y a des pays, des pays entiers dans lesquels une majorité de la population n'est pas en situation de se plaindre de ne pas avoir de pétrole ou de plastique puisqu'elle n'en a pas de toute façon. Exactement. Mais c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut... Enfin, moi, ce que j'essaie de faire en tout cas, et je dis pas que j'ai une solution macro, mais j'essaie de travailler de manière micro et essayer de montrer que c'est possible finalement sur un territoire donné, sur un espace donné, d'être en autonomie énergétique, de ne pas utiliser le plastique, de ne faire que de l'agroécologie. On a des très beaux projets. Enfin, voilà. Et je pense que la démultiplication, c'est pour ça que je m'intéresse moins à l'échelle macro, mais que la démultiplication de ça fera aussi prendre conscience, parce que effectivement, on est dans un schéma de prise de conscience aussi. Enfin, on a tous pris conscience, mais prise de conscience de comment on fait autrement. Non, vous voyez, en fait, l'objectif, c'était de vous empêcher de vous endormir. Hein. Je pense qu'on y est arrivé. Marie-Laure Salas-Djelic. Bon, alors, moi, je ne veux tuer personne. Au contraire, je voudrais qu'on fasse tous ensemble, qu'on essaye, qu'on fasse des efforts, qu'on se pose la question de comment on fait pour réduire son empreinte, pour prendre nos responsabilités à la hauteur, à leur hauteur. Est-ce que vos étudiants vous semblent plus conscients aujourd'hui qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a même 2 ans, parce que les choses ont beaucoup évolué ces 2 dernières années? Alors, si je peux me permettre, je vais pas répondre à cette question. Moi non plus. Je vais finalement prendre la liberté de parler d'autre chose, parce que au-delà de mon rôle de doyenne à l'école du management et de l'innovation, je voudrais aussi dire quelques mots d'un grand projet que j'ai coordonné depuis 2014, qui est un projet au départ académique avec plus de 300 chercheurs au niveau mondial, dans lequel on a essayé de poser un petit peu la question de c'est quoi le progrès social. Et donc, on a créé un panel qui est un peu l'équivalent du GIEC, mais le GIEC du progrès social, qui s'appelle le Panel international pour le progrès social, qui a donc donné lieu à des travaux sur plusieurs années autour de toutes les grandes dimensions, finalement, du progrès social, la santé, l'éducation, les inégalités, la pauvreté, etc. Et nous avons donc produit une somme de connaissances un peu encyclopédique sur l'état des lieux, avec du positif et puis beaucoup de questions et beaucoup d'angoisses et beaucoup de constats dont on a parlé. Finalement, je ne reviens pas là-dessus. On a aussi écrit à la suite de ça un petit manifeste qui s'appelle le Manifeste pour le progrès social, qu'on est aujourd'hui en train d'essayer de généraliser, de diffuser, dont on souhaite parler. Donc je prends un petit peu le putsch, je fais un putsch là un peu pour essayer de parler de ça. Parce qu'en fait, une des grandes conclusions auxquelles on arrive est très proche de ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, il revient au thème innover et préserver. Une des grandes conclusions de ce rapport, et puis un des objets sur lesquels moi je travaille à tous les niveaux, y compris au niveau de l'école, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il faut réussir à mettre l'innovation, ce pouvoir d'innovation qui est réel, qui est fort, qui est puissant, qui est quand même aussi une marque de notre humanité. C'est Prométhée, nous sommes des anthropos, des êtres qui regardent vers les cieux, vers Dieu, qui nous pensons Dieu et qui avons cette capacité de créer et d'innover de manière assez exceptionnelle, techniquement parlant. Donc il faut remettre cette innovation au service de 3 grandes dimensions à préserver. Et je retrouve en fait finalement dans ces 3 grandes dimensions ce que vous disiez tout à l'heure. Première dimension, c'est la notion d'humanité au sens humus, appartenance à la terre, notre appartenance à la terre. Là, j'avais aussi un chef indien, le chef Seattle, 1852, qui répond à une lettre du président des États-Unis de l'époque qui souhaitait acheter les terres de cette tribu, qui lui répond « Mais comment vendre quelque chose qui ne nous appartient pas ? La terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. » Donc cette première dimension, c'est une des dimensions à préserver, notre humanité au sens de notre inscription dans une biodiversité qui est la base même de notre survie en tant qu'espèce. La deuxième dimension, là ça rejoint totalement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le social, c'est le lien humain sans lequel on meurt tous, en effet. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais
Récemment, le Royaume-Uni a mis en place un ministère de la solitude, puisque parti d'un constat que la solitude est devenue un des fléaux en termes de santé au Royaume-Uni. Ça risque pas d'arriver aux Indiens Kogi. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième dimension, le social est extrêmement important. Et la troisième dimension qu'on peut finalement, là aussi, convoquer comme le spirituel, et qui est finalement un paradigme alternatif à celui qui a été le paradigme dominant des 40 dernières années, le paradigme de l'homo economicus, que nous sommes essentiellement des homo economicus. Non, il faut nous repenser comme des êtres avant tout culturels et spirituels, et l'économie doit être remise au service de ces êtres, et l'économie et le développement technologique doivent être remis au service de ces êtres culturels et spirituels que nous sommes. Donc il faut complètement renverser finalement la logique actuelle où nous sommes devenus, finalement, nous sommes au service du développement économique et technologique, ce qui est quand même totalement aberrant, y compris avec le point ultime qui serait que le jour où les robots sont plus efficaces que nous sommes devenus inutiles au sens vraiment totalement profond, ontologique du terme. Donc voilà, donc je voulais parler plutôt de ça et vous dire que par ailleurs, je suis totalement convaincue que mes étudiants partagent ces idées-là de manière plus ou moins... il y a des bouts avec lesquels ils seront plus ou moins d'accord, mais dans l'ensemble, je pense que la jeune génération est quand même très convaincue qu'on a raté un truc. Et c'est pas préservé en fait, c'est parce qu'on l'a perdu en fait. Donc il faut le réinventer. Là, je réutilise aussi ce terme. Il faut réinventer ces fondamentaux. Et pour réinventer ces fondamentaux, évidemment, on ne va pas les réinventer à l'identique de ce que nous vivions il y a 150 ans ou même il y a 70 ans. Mais il faut les réinventer pour le monde d'aujourd'hui et utilisons pour ça des outils forts et puissants qui sont ceux qu'on a aujourd'hui. Dans une limite, bien sûr, parce que ces outils-là sont aussi très coûteux en termes environnementaux, donc il faut savoir les utiliser à bon escient, mais néanmoins, ils peuvent être utiles pour réinventer ces fondamentaux, l'humus, le social et le spirituel, qui sont vraiment pour moi à redécouvrir, et donc d'une certaine manière, c'est une forme de préservation, mais à travers la réinvention. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à la salle, bon, j'espère que vous répondrez aux questions de la salle quand même. Avant de passer à la parole à la salle, quelques minutes avec vous de nouveau, Eric. Racontez-nous comment vous avez rencontré les Indiens yogis. Je suis sûre que ça va passionner notre auditoire. Oh, je ne sais pas, j'étais jeune, gentil, je sortais d'une école où on vous répétait que vous alliez faire partie de l'élite de la France. Alors j'y ai un peu cru. Et j'étais dans une époque où j'étais guide de montagne, donc ces Indiens vivent dans la plus haute montagne du monde en bordure de mer, en Colombie, à 5008, on est à 38 km de la mer des Caraïbes. Donc un œdème pulmonaire, et j'ai eu la chance que ces archaïques primitifs sous-développés me sauvent la vie. Et j'ai vécu la vulnérabilité et la solidarité de la fragilité. C'est-à-dire quand vous êtes en fragilité, en dépendance, qu'on soit noir, jaune, vert, blanc, indien, pas indien, l'autre devient une ressource de survie. Et c'est sans doute comme ça que sont nées les mutuelles, et c'est sans doute d'avoir perdu ça, le sens de pourquoi les mutuelles ont été mises en place, et la différence entre les mutuelles et les compagnies d'assurance, que les mutuelles peut-être se perdent un peu dans leurs aventures modernes. Et pour aller un petit peu... Ah bah faut mettre de l'animation. Voilà, ça c'est dit. Il y avait une phrase de Keynes, un économiste s'il en est, qui disait dans un de ses petits ouvrages, qui s'appelait « Lettre à nos petits-enfants ». Donc s'il écrit ça dans les années 30, c'était peut-être pour notre génération. Qui disait « Quand est-ce que nous mettrons l'économie sur la banquette arrière ?» C'est Keynes qui parle pour revenir aux fondamentaux, que sont les relations, le sens et la qualité du vivre ensemble, ce qui est quand même pas banal. Donc on y est. Alors pour aller un peu dans votre sens et aussi dans le vôtre, il y a plusieurs registres d'intervention. Vous voyez, c'est un homme de paix. Le premier, c'est le registre qu'on a essayé, c'est de mettre en pratique ces fameux principes. C'est bien d'en parler, c'est mieux de les pratiquer. Donc on a ouvert une école primaire dans laquelle on fait tout pour que les enfants n'aient pas envie d'aller en vacances. Voilà. Et c'est en fait pour leur donner... Les parents sont contents. Et les parents sont ravis. C'est pour leur donner envie, au sens métaphorique du terme, de rester et d'être en vie. Alors c'est pas du Freinet, c'est pas du Montessori, c'est pas du Steiner, parce qu'aucune de ces trois pédagogies n'avait imaginé Internet et n'avait imaginé des enfants qui rentrent dans l'école en ayant vu 450 films. Donc on peut pas uniquement s'appuyer sur ces pédagogies-là.
On a repris une ferme industrielle pour essayer d'en faire une ferme permacole. Je vous passe la liste des obstacles qu'on rencontre, aussi bien dans l'école que dans la ferme. Voilà. Et puis après, si on essaie avec les Kogi de régénérer le couvert forestier, parce qu'ils n'ont rien, mais ils savent très bien régénérer le couvert forestier. Et on travaille sur un projet qui s'appuie sur ces principes du vivant. Et merci de votre témoignage. Je pense que ces principes, il faut les préserver, il faut en préserver la conscience. Toujours ce géographe Élisée Reclus disait « L'homme, c'est la nature prenant conscience d'elle-même ». Donc qu'est-ce qui nous empêche de comprendre comment on marche? On est des systèmes, on est un système incroyable. Moi, où je vous parle, il y a des milliards de cellules qui coopèrent les unes entre les autres. Enfin, tout est en nous, quelque part. Nous sommes la nature et nous pourrions nous en inspirer. Donc comment remettre un système qui s'appuie sur ces principes dans le corps social? Et je peux vous assurer que si on arrivait à le faire, ce serait une transformation radicale, parce que ce ne serait pas un projet qui arrive pour vouloir transformer, ce serait créer les conditions, un peu comme alchimie, pour que le système se transforme de l'intérieur. Et pour conclure, je dirais bien une chose, si les fondations qui sont présentes ici cet après-midi avaient l'audace de l'enjeu de nos propos zibelins, c'est comme ça qu'on dit, vous trouveriez, nous trouverions un projet, quelque chose, sur lequel symboliquement les fondations pourraient s'adresser d'une seule voix. Ça, ce serait un symbole très fort. Je rappelle que la division, c'est diabolos, c'est le diable. La nature est quelque chose qui tend à l'unité, à la convergence. Alors si on pouvait tendre à la convergence avec nos faibles moyens dans ce domaine de l'innovation, à cette époque de l'anthropocène, où les activités humaines menacent les grands équilibres et ça va à une vitesse terrifiante, 32 degrés en Corrège, c'est quand même pas banal, et 41 degrés à Grenoble il y a une dizaine de jours, c'est quand même, là on peut plus dire qu'on voit pas. Je terminerai par une petite phrase qui est les valeurs sont comme les feuilles mortes, elles ne s'agitent que quand le vent se lève. On a encore la chance que le vent soit une petite brise, mais je trouve ça un magnifique symbole si plusieurs fondations conscientes de leurs enjeux à leur place disaient nous portons quelque chose ensemble au service de ces grands bouleversements qui s'annoncent. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Alors, je voudrais faire quand même deux petites remarques avec mon mauvais esprit qui n'est pas qu'une légende, qui est une réalité. Bon, alors, à deux reprises, vous avez dit, dans la bouche de Thomas Pesquet, ensuite dans la vôtre, ils n'ont rien. Moi, je crois qu'ils ont beaucoup, en fait. Ils ont beaucoup que nous n'avons pas. Ils n'ont pas de ministère de la solitude, par exemple. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont beaucoup dans la relation à l'autre, dans la relation au vivant, dans les savoirs anciens, dans la transmission de cette science, dans leur résistance, justement, aux emportements de notre monde dit moderne. Ils n'ont pas de téléphone dit intelligent, ils n'ont pas les algorithmes des téléphones dits intelligents, mais ils ont leurs propres algorithmes, ce qui est déjà, à mon sens, énorme. Et puis, ce matin et cet après-midi, on a un peu hâtivement utilisé l'expression « je ne suis pas autiste ». C'est toujours blessant pour les autistes eux-mêmes ou les proches d'autistes. Donc je tenais juste à le faire remarquer parce que je sais que ça ne laisse pas indifférent dans la salle. Vous vouliez rajouter quelque chose, Hélène? C'était simplement que ces Indiens Kogi, 4000 ans d'existence, donc ils ont le double de nous en termes de durabilité, sont venus se prêter au jeu de faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme. Ils ne sont jamais sortis de leur montagne, ils ne connaissent pas la France, ils ne connaissent pas la Drôme, et ils sont venus ausculter la Drôme. Qu'est-ce qu'avec leur grille de lecture, leurs outils, ils pouvaient dire de la santé territoriale d'un territoire? Et puis on a demandé à 30 scientifiques, différentes disciplines et différents labos de recherche, de faire le même travail. Alors les scientifiques sont partis dans les archives du département, et les Kogi sont passés dans les montagnes. Je ne vous dévoilerai pas ce qu'il en est sorti, parce que ce serait un peu long, mais il y a 3 registres qui sont incroyables. Le registre de la connaissance, comment je sais ce que je sais. Ces Indiens savent des choses validées par les scientifiques que nous ne savons pas. C'est incroyable. Le deuxième registre, c'est comment nous produisons de la connaissance. Nous avons besoin de remodifier notre paradigme. Ce dialogue, cette audace du dialogue a ouvert une nouvelle manière de produire de la connaissance. Et le troisième registre, aurons-nous l'audace de la fécondation cosmique, c'est-à-dire d'intégrer ce que nous ne savons pas encore pour transformer ce qui doit être transformé. Ils nous le proposent, les Kogi du fin fond de leur montagne, ils nous le proposent. Non pas en disant on a raison, vous avez tort, en disant de la rencontre créative naîtront des réponses que ni nous, ni vous n'imaginez. Très bien. Alors c'est à vous maintenant, dans la salle. N'ayons pas peur de la fécondation cosmique. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? La première est toujours la plus difficile.
ou bien on ouvre les fenêtres, on va tous piquer une tête dans le lac. Il y a une question ici, alors je ne sais pas si on peut vous apporter un micro ou si tu te lèves et tu parles un peu fort, je ne sais pas. Ah, il y a un micro qui arrive, je crois. Oui, bonjour Francis Charon. Moi, je trouve que ce qui vient d'être dit par ce qui vient, hein? Voilà, on a des ondes. Je pense que ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a des fondations qui seront capables de se mettre ensemble pour passer sur un objectif qui est au-dessus? Je pense qu'on est vraiment à ce moment-là aujourd'hui. On est dans une société qui est totalement fracturée, où les haines se développent, où les gens se montent les uns contre les autres. Et je crois qu'on pourrait envisager que nous aurions deux grands objectifs politiques majeurs, qui est un, la cohésion sociale, alors le lien social, je ne sais pas, on peut décliner, et l'autre chose, l'environnement. Et à partir de cette base de départ, chacun ici qui a des projets peut s'y retrouver parce qu'on peut le rattraper au niveau national, on peut le rattraper au niveau local, on peut créer des alliances locales qui sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire en mettant associations, fondations, collectivités locales, entreprises, et essayer de travailler avec une vision d'un vrai objectif qui est celui de la cohésion et en même temps parce que toutes les organisations qui travaillent vont finir par faire de l'environnement, même si elles ne le font pas aujourd'hui, elles vont finir par le faire. Et comme l'environnement, il intègre aussi cette question de la cohésion sociale, ou en tout cas du progrès social, moi je verrais assez bien qu'on puisse envisager un grand projet comme ça politique. Et d'autre part, ça permettrait de positionner la philanthropie, non pas comme des acteurs anodins de projets, même s'ils sont importants, éparpillés ici et là, mais au contraire de nombreux projets, puisque vous êtes des milliers de projets dans cette salle, qui contribueraient à un vrai objectif politique qui se positionnerait dans la société française au moins, et qui pourrait trouver des grands raccords avec des fondations européennes, à travers le Centre européen des fondations, avec d'autres collègues qu'on a dans les autres pays. Et ça donnerait vraiment l'idée d'une démarche citoyenne dans laquelle on est terriblement engagés tous avec ce projet que pourrait être porté par Benoît et ses collègues du Centre français des fondations. Voilà. Je suis désolée, je me sens un peu obligée de prendre la parole du coup, Marie-Stéphane Maradex de la Fondation Carasso, parce qu'il se trouve que quand je suis sortie de la magnifique Assemblée Générale du Centre Européen des Fondations à Paris, il y a pas très longtemps, au mois de mai, je suis sortie très secouée par le décalage entre l'urgence climatique et tout ce qu'il y avait autour et la réponse des fondations européennes, 800 fondations, enfin 800 participants. Et ça m'a vraiment interpellée parce que c'était, vous savez, on dit dans les entreprises toujours, elles changent rien, business as usual. Et ben c'était pareil dans notre secteur. Et ça m'a vraiment, moi je suis pas une militante, je suis pas comme Audrey, je suis pas dans mon boulot, voilà, je fais des choses, mais j'ai pas. Chacun fait voilà. sa part. Et donc j'ai écrit, il fallait que je mette ça sur le papier. Alors moi j'ai appelé ça la coalition du compte à rebours. Parce qu'effectivement, il y avait cette idée d'urgence. Et dans cette coalition du compte à rebours, j'ai envoyé le papier, pour l'instant il y a Axel, je l'ai envoyé pour l'instant juste à Axel et Dominique Lemaître, et on doit se voir d'ailleurs pour en discuter. Mais cette idée c'était ça, c'est de se dire finalement, chacun avec notre prisme, chacun avec nos engagements, quel qu'on soit dans le champ du logement, des femmes ou je ne sais, tout est lié au climat. Tout. Et en gros, mon propos, c'était de dire, il nous reste 10 ans, bon, c'est les fameux 10 ans dont on parle, que ce soit 10, 15 ou 20, on s'en fiche, hein, c'est symbolique, mais pour vraiment bouger. Et ce que je dis, en fait, c'est simple, on peut le faire, moi je le voyais à trois niveaux, effectivement, de relire ce qu'on fait dans nos programmes avec ce prisme de l'enjeu climatique, et finalement, encore une fois, qu'on parle de femmes, de logement, d'action sociale, de dire, est-ce que dans mes programmes, j'ai suffisamment inclus ce paramètre? Le deuxième, c'est dans nos pratiques. Dans nos pratiques, hein, on consomme de l'énergie, on consomme du plastique, on consomme des voyages. Comment on fait? Et je vous ai dire que moi, je suis en train de ripolliner un peu mes pratiques. Et puis le troisième, c'était ça, c'était de se dire, il y a quelques grands enjeux. Identifions avec les scientifiques, avec tous ceux qui sont là, où sont les 2-3 grands leviers qui vraiment permettront, alors dont un peut éventuellement être dans la finance même, c'est-à-dire de dire, je le dis même dans mon papier, bougeons notre finance. On a des dotations, bougeons-les. Moi, j'ai réussi à passer de 3 à 15% d'investissement à impact. On peut le faire. Et avec un peu de théorie, enfin, on peut le faire. Voilà, donc un certain nombre de choses. Et trouvons ces quelques leviers.
mettons de l'argent en commun, confions ça, je sais pas comment, hein, mais en disant, ben voilà, et prenons un engagement. Alors moi, je voulais le porter, effectivement. Je dis, il faut d'abord que je convainque la Fondation de France, convaincre le CFF. Alors là, ben voilà, moi, j'ai une plateforme pour le faire maintenant. Et puis l'IFC, voilà. Et de dire, à un moment donné, il faut qu'on le porte collégialement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et moi, j'engage la Fondation Carasso. Alors, il se trouve que je suis dans une thématique qui déjà mobilise beaucoup de défense sur la question, mais quand même, il y a peut-être d'autres choses pour qu'on se bouge parce que on n'a plus que 10 ans. Et moi, je conclus en disant, moi, j'ai des enfants comme tout le monde et je voudrais leur transmettre quand même quelque chose en disant, au moins j'ai bougé, au moins j'ai été le petit colibri à mon niveau et avec celui de la Fondation. Voilà. Donc la coalition du compte à rebours. Donc maintenant que j'en parle de tout le monde, je crois que je vais envoyer mon papier au-delà. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors oui, il y a une question ici devant. L'urgence climatique, l'effondrement de la biodiversité, hein, n'oubliez pas, parce qu'on peut mettre en œuvre des solutions pour faire face à la question climatique, mais tout en continuant de détruire la biodiversité. Donc la question du climat et l'effondrement de la biodiversité, ça touche à l'éducation, à la santé publique, à l'alimentation. Ce sont des questions d'inclusion sociale, de retour vers l'emploi, par exemple, et des emplois non délocalisables de personnes qui en étaient très éloignées. C'est des questions liées évidemment à l'énergie, quel type d'énergie on utilise, quel type d'industrie, des questions de migration, des questions d'emploi et de travail, d'employabilité, de travail, de revenus universels par exemple, de solidarité internationale. C'est des questions de justice évidemment, de sécurité intérieure, de sécurité extérieure. On parlait ce matin de la situation au Sahel. Le développement du terrorisme dans la région sahélienne n'est pas lié que à la question du réchauffement climatique, mais ce développement amplifié par le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité rend les populations beaucoup plus vulnérables au phénomène de terrorisme. Et l'environnement, le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, c'est même une question de culture. Donc je pense que l'ensemble des fondations et des fonds de dotation ici représentés agissent dans un de ces domaines-là. Donc vous êtes forcément concernés par les questions de réchauffement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Il y a une question devant avant. Je vais donner la réponse à monsieur, ensuite je vous laisse. Oui, merci. Donc, Philippe Thiousbord, je suis Fondation Avril, le président. C'est fondation entièrement tournée vers les territoires ruraux. Alors, j'ai l'impression que votre micro, là encore... Ah, ça y est. Oui, parce que là, je l'ai dans la bouche. Hein. Entièrement tournée vers les territoires ruraux en France et en Afrique. Fondation S'y voir et entendre, qui est l'organe qui gère l'Institut de la Vision à Paris, à côté de José Sahel, enfin bon, des activités donc très à propos avec ce dont on a parlé. Je m'inscris absolument pas dans, je dirais, casser le grand enthousiasme qui ressort des propositions qui viennent d'être faites, bien au contraire, mais je voudrais quand même poser une question qui m'a frappé là, dans les propos que j'ai entendus. On n'entend pas parler de la science, et notamment de la science de la vie et de la terre, ou très peu, à peine. Et ça me frappe, si vous voulez. Ça me frappe, par exemple, disons que quand on part de l'environnement et qu'on voit que c'est uniquement depuis 15 ans, moins de 20 ans, qu'on a fait des progrès importants dans les sciences autour du microbiote, et qu'on y trouve les liens avec l'environnement, et que sans cette connaissance, je doute qu'on puisse trouver des solutions. Ça n'empêche pas qu'on puisse changer nos comportements, mais c'est extrêmement important et j'ai l'impression qu'on a du retard dans ces sciences-là. C'est normal, j'en parle, quand je vois qu'en injectant des protéines d'algues dans le cerveau, on est en train de faire, je résume, de faire retrouver la vue à des aveugles et à des malvoyants, je dis la science, elle est quand même là pour quelque chose. Et je ne pense pas que en laissant les gens dans l'obscurantisme, que sera capable de les mobiliser pour lutter contre le changement climatique, qui bien évidemment est nécessaire. Et Audrey Pulvar, tout à l'heure, vous avez parlé d'énergie renouvelable. Alors moi, je vous pose aussi la question, quel choix ?
comme énergie renouvelable. On parle tout électrique, tout ça, mais est-ce qu'on est... faudrait aussi pousser, qu'on définisse un peu mieux. Qu'est-ce que l'on a comme énergie renouvelable? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Moi, j'aimerais bien entendre, j'aimerais bien voir les chiffres. Est-ce que nos scientifiques, nos industriels derrière, sont prêts à nous emmener sur 10 ans, comme vous le dites, ou sur 20 ans, vers des vraies solutions? Donc, c'est ces sujets-là que j'aimerais bien aussi qu'on entende. Bien sûr, c'est très important de mobiliser, de lancer des chiffres, de crier l'apocalypse, mais et la science de la vie et de la Terre, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, déjà, sur la science, on a cessé d'en parler toute la matinée, toute la journée d'hier avec l'IRD, qui est lié aujourd'hui à ces ateliers, à cet atelier du CFF, et on a évoqué beaucoup d'aspects scientifiques liés justement à l'atténuation du réchauffement climatique ou à l'effondrement de la biodiversité. De toute façon, quand on dit biodiversité, si on veut parler sérieusement de biodiversité, on ne peut ne pas parler de science. Sur les énergies renouvelables, ma réponse à votre question, vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire en énergie renouvelable, quelle énergie renouvelable? Je vais vous dire déjà, la première énergie renouvelable, c'est la sobriété. Commençons, avant de nous poser la question de quelle énergie on développe en plus, à faire des économies d'énergie et à mettre en œuvre de vrais plans d'économie d'énergie, d'efficacité énergique du bâtiment, par exemple, d'économie d'énergie dans nos transports et dans nos mobilités, la vraie énergie qui va nous permettre de réduire notre impact sur l'environnement, sur la biodiversité, dans nos transports et nos mobilités quotidiennes. C'est pas le véhicule électrique, c'est le fait d'utiliser moins de véhicules. Donc c'est passer par de la sobriété, de la rationalité, du transport le moins polluant possible, du bâtiment le moins polluant possible, des consommations les moins polluantes possibles, arrêter par exemple d'acheter autant de vêtements, autant de textiles, etc., qui est un secteur extrêmement polluant avec des émissions de gaz à effet de serre monstrueuses. C'est d'abord ça, en fait, l'énergie qui va nous pousser. Après, sur les énergies renouvelables, bon, on n'est pas là pour parler que des énergies renouvelables, mais sur les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, la marémotricité, la géothermie, l'hydrologie, la biomasse, j'en passe et des meilleurs. Là, pour le coup, la science nous aide beaucoup. Elle a déjà un certain nombre de solutions, mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune solution miracle, ni scientifique, ni technologique, qui nous permettra de faire l'économie d'une transformation de nos modes de vie et d'un passage par la sobriété, qui n'est pas de la décroissance, qui est une autre forme de croissance. Ça n'existe pas. L'énergie miracle, même l'énergie nucléaire, évidemment, je ne promeux pas l'énergie nucléaire, mais il y en a qui le font. Donc même l'énergie nucléaire ne nous permettra pas de faire l'économie de la sobriété et d'une remise en cause de nos modes de vie, de nos modes de fonctionnement. Ça n'en met absolument pas en cause la science. Personne ne parle ici d'obscurantisme. J'ai rien contre la science, au contraire, la science est très utile, elle nous aide, elle nous porte, elle nous permet, vous disiez, de lever les yeux vers Dieu et de progresser. Mais le mode de vie que nous avons aujourd'hui, et singulièrement dans l'hémisphère nord, il est suicidaire. Donc ça, c'est indiscutable. Si je peux juste compléter sur ce que j'ai dit là-dessus, c'est que justement, en effet, nous sommes une espèce qui a une capacité d'innovation à travers sa science en particulier, qui est assez exceptionnelle et qu'il est absolument hors de question de remettre ça en cause et de revenir au temps des cavernes. Ah non, j'ai dit exactement le contraire et je l'ai dit vraiment, je pense très très clairement et je vais le redire. Et donc, il est absolument hors de question de revenir au temps des cavernes. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à mettre cette science et cette innovation au service de ce que nous sommes fondamentalement, nous, êtres humains, et en particulier de 3 grandes dimensions qui sont, 1, notre inscription dans la nature, cette notion d'humus, l'homme comme inscrit dans son biotope, 2, notre nature profondément sociale, notre besoin de socialité, et 3, notre positionnement comme des êtres spirituels, aussi peut-être même avant d'être des êtres économiques. Et donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut mesurer toutes les innovations, tous les progrès scientifiques qui se font aujourd'hui à l'aune de ça. C'est un peu ça l'idée. Donc je rejoins finalement le premier point qui a été fait tout à l'heure sur ces 2 grandes thématiques. Et pour moi, je les vois quand même
comme étant nécessaires toutes les deux. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il ne faut pas simplement avoir un regard environnemental, il faut vraiment avoir un regard environnemental et social croisé, en particulier sur la question des inégalités, avec toutes les conséquences sur la solitude, sur l'isolement, sur l'individualisme de nos sociétés, qui sont vraiment des mots en soi. Et je crois qu'il faut que le regard croisé sur ces deux grandes questions devienne aujourd'hui notre feuille de route à tous les niveaux. Donc, en effet, une coalition au niveau des fondations serait extrêmement bienvenue. C'est exactement la feuille de route que nous nous sommes donnée au niveau du projet de l'initiative 10% pour tout changer. C'est la feuille de route que j'ai, moi, pour l'école et avec un objectif d'essayer de démultiplier ça dans l'ensemble des institutions d'éducation supérieure. Je crois que c'est vraiment une feuille de route à démultiplier à tous les niveaux, qui va forcément remettre en cause le troisième point, qui était celui de l'homo economicus. À partir du moment où on a ce double axe-là, on doit forcément remettre en cause le paradigme sur lequel on a construit notre développement économique ces 40 dernières années, c'est-à-dire celui du fait que nous sommes avant tout et surtout des homo economicus, dont la définition du succès, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Nicolas, la réussite est uniquement monétaire. Là, tu voulais ajouter un... Ouais, moi je souscris totalement avec ce que tu dis, Audrey. Mais en fait, on a aussi un enjeu qui est fou, c'est qu'on a un enjeu démographique qui est gigantesque et qu'on n'a que l'histoire de l'humanité, mais vraiment on n'a jamais eu de très très loin. On est 7 milliards aujourd'hui, on va être d'ici 20 ans, on sera 10 milliards. Donc en fait, c'est juste gigantesque, voire 12, effectivement, parce que 10 milliards, c'est la valeur basse. Donc, en fait, même si on fait un petit peu, nous, des choses, en fait, vis-à-vis de ce monde qui émerge et toutes ces personnes qu'il y a, en fait, c'est bien évidemment, il faut de la sobriété, je ne vais pas à l'encontre, mais c'est petit par rapport aussi à ce qui nous attend. En fait, moi, ce qui me tue le plus, vraiment, et qui me frustre au dernier degré, c'est qu'on a les solutions. C'est-à-dire que globalement, si demain on voulait faire baisser la température de la planète, pas juste arrêter l'augmentation, mais la faire baisser, on sait techniquement comment on peut faire. Et on a tout à disposition, avant même d'aller réfléchir à l'avenir, etc. Et à la science, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas de science, bien au contraire non plus. Mais aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut et on a tout ce qu'il faut, on a tous les outils, on a toute la connaissance. Si demain, par exemple, un territoire comme les États-Unis, c'est une étude de Stanford, voulait faire que de l'énergie renouvelable, par exemple, il faut moins de 10 ans. Moins de 10 ans sur les États-Unis. Donc en fait, 10 ans, c'est un peu l'échelle sur laquelle on est en train de tabler. Et donc c'est ça qui est fou. Quand on regarde 25% de gaz à effet de serre, c'est la déforestation. Et donc une grande partie au Brésil et en Amazonie. Je rejoins Audrey sur le Mercosur et le traité. C'est donner un blanc-seing pour continuer tout ça, c'est absolument scandaleux. On saurait très très bien comment faire, en tout cas sur cette partie-là, pour arrêter le massacre. Quand je regarde, et c'est pour ça que pour moi la réponse elle est économique, même si bien évidemment je respecte le travail de tout le monde. Mais quand je vois que plus de la moitié des gaz à effet de serre, c'est le fruit de 50 entreprises au niveau du monde, 50 entreprises, mais c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, on résout la moitié du problème juste avec 50 boîtes qu'on ferme. Et donc, on peut pas le faire. Hein. On peut pas tuer des gens, fermer des boîtes et tout. Et après, on dit que c'est moi la révolutionnaire. Mais vraiment. Je viens d'écrire un bouquin qui s'appelle Appel à la guérilla mondiale. Et qui est de dire, en gros, on est entre deux eaux, sans violence, bien évidemment, mais en gros, on a les outils, c'est frustrant. On saurait comment faire et pourtant on ne fait rien et c'est terrible. Et pour moi, la réponse, elle est avant tout économique et de démontrer qu'il y a des alternatives réelles et crédibles et qu'on peut faire différemment et qu'on a déjà tous les outils pour le faire. Et donc, on est pleinement responsable, avec un R majuscule, de ce qui nous arrive aujourd'hui. Pascal Andrieux, je vous en prie. Vous voulez tuer personne, vous? Non, vous sauvez les gens. Pacifiste. Non, juste pour quand on parle de regard croisé, comme vous avez indiqué sur le volet, on va dire social et environnemental, je pense qu'il y a énormément en tout cas moi, de mon prisme, il y a énormément de pédagogie à faire à notre niveau d'appréhension, parce que sur la majorité, je pense, je parle peut-être pour l'Assemblée, sur la majorité des projets qu'on peut voir, les regards croisés, il est, on va dire, quasiment absent. Il est quasiment absent. Donc on a vraiment un vrai travail d'acculturation sur ce
Oui, non, mais ça, c'est. Enfin, là, je suis d'accord avec vous, mais c'est une vision qui n'a plus de sens aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les effets du réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont d'autant plus difficiles et durement ressentis qu'ils touchent des gens ou des pays qui sont en bas de l'échelle des revenus ou du développement, etc. Donc, c'est plus du tout une question. On parle régulièrement d'écologie punitive ou d'environnement qui ne serait qu'une question de bobo. La punition, elle est pour les 3,5 milliards d'êtres humains qui aujourd'hui vivent avec $2 par jour. Et la punition, elle est pour le milliard d'êtres humains qui sur Terre ne mangent pas à sa faim. Alors que l'ONU prévoit que même à 12 milliards, on aurait les moyens, si on réformait de façon intelligente l'agriculture, de nourrir tout le monde à sa faim, et même en agriculture bio, sur l'ensemble de la planète. Je veux dire, c'est ça la punition, c'est de ne pas changer, en fait. Et ce sont les personnes, on a eu en France le phénomène des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont les personnes qui subissent le plus en France l'impact du réchauffement climatique parce qu'il se fait ressentir aussi dans notre pays, notamment à travers la question de la précarité énergétique. Et ce sont eux qui étaient sur les ronds-points, mais c'est eux qui sont les premières victimes. Donc évidemment, on ne peut pas imaginer un projet aujourd'hui qui parle d'environnement ou de sauvegarde de la biodiversité si on n'en passe pas par la justice sociale, Eric. Oui, je vais juste faire un petit rajout sur Homme des cavernes. Personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, homme des cavernes. Pour moi, une société qui n'a pas inventé la guerre est moins sauvage ou caverneuse qu'une société qui a érigé la guerre en dernier mode de résolution de ses conflits. Donc, un groupe d'humains qui sait donner du sens, un groupe d'humains qui sait vivre des valeurs, un groupe d'humains qui s'occupe de ses anciens, qui ne peut pas et un groupe d'humains qui reforeste ces régions en responsabilité, pour moi, c'est plutôt relativement civilisé. Et ceux qui sont caverneux, c'est sans doute ceux qui n'arrivent pas depuis le début, parce que la colonisation se poursuit, à engager le dialogue avec eux. Et pour rebondir sur vos propos, je dirais que notre enjeu, pour moi, il est de 4 plans. Je reviens un peu sur ce que vous disiez. Il y a un premier plan, Rousseau l'a déjà inventé, c'est le contrat social, c'est bien les valeurs, c'est comment remettre du lien, comment faire ensemble les choses, arrêter de faire chacun les choses dans l'autre coin. Le deuxième point, c'est le contrat naturel de Michel Serres. Je parle des principes du vivant, mais ça peut être autre chose. Comment remettre la nature de la pensée, la remettre dans nos préoccupations, puisque nous sommes des êtres de nature. Je rajoute un troisième point qui est le contrat personnel. Comment questionner mes croyances. D'où ça sort ce terme homme des cavernes? C'est nous, civilisés, qui avons désigné ces gens-là comme hommes des cavernes. C'est assez surréaliste. Surtout que c'est les femmes qui restaient dans la caverne Sachant en général. Que, et même pas, ça aussi c'est un deuxième préjugé. Sachant que dans le dialogue qui s'est fait, les croyances sont dures à faire tomber. Dans le dialogue qui s'est fait dans la Drôme, c'était strictement et uniquement sur les sciences de la Terre. École normale supérieure, des géologues, des anthropologues, des spécialistes de la nature, des naturalistes extraordinaires qui ont reconnu que ce que nous appelons sauvage avait juste un autre regard sur le monde. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de décoloniser nos imaginaires, d'arrêter de penser qu'il n'y a qu'une manière de voir le monde qui est moderne. Et quand j'entends caverne, pour ces 300 millions de personnes, j'aimerais qu'on arrête de dire ça et qu'on arrête de coloniser leurs âmes et leurs esprits. Ce sont des humains, comme vous et moi, qui ont envie de vivre ensemble, en bonne santé, d'avoir de l'espoir pour leurs enfants, et que tout se passe bien pour eux, et qui regardent un peu impuissants l'évolution de ce que nous, hommes civilisés, infligeons à la planète. Et encore, malgré des siècles de colonisation, ils reviennent vers nous pour nous dire « et si on se parlait ?» Ils ne viennent pas donner la réponse, ils disent « et si on se parlait ?» Je terminerai juste sur une citation, plus qu'une citation, un symbole d'un sculpteur italien, Pistoletto. Je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, contemporain. Il a pris un symbole qui est le symbole de l'infini, ce 8 allongé. J'aime assez son idée, et surtout elle a été reprise au niveau mondial par plusieurs organisations. Il dit la nature, la vie a cette infinitude, cette continuité, on ne sait pas trop d'où elle vient et on ne sait pas trop où est-ce qu'elle ira. Et puis la modernité, une partie de l'humanité, pas toute, la modernité a inventé une protubérance au milieu. Donc en fait son logo ressemble à une petite oreille de Mickey, une deuxième oreille de Mickey, puis un gros rond au milieu, où nous détruisons et nous malmenons la biodiversité et la nature. Et lui explique la chose suivante, on ne va pas revenir en arrière, et il n'est pas question de revenir en arrière, c'est pas ça l'idée. On ne peut pas rester dans l'état actuel, il y a quelque chose de réinventer une alliance avec la vie. Et dans cette réinvention de cette alliance, on ne va pas devenir Kogi, j'ai pas envie de devenir Kogi, c'est pas l'idée, mais ce mode de pensée, cette modalité d'être au monde sur des problématiques qu'on réinvente en permanence,
peut être inspirante. Et ce serait une sacrée guérison. Je parle bien du terme de guérison, que enfin de reconnaître que ces humains et ces hommes et ces femmes ont le droit d'avoir une place sur cette terre, parce que pour l'instant le pétrole, le route, les mines, ça les détruit complètement, en leur disant ensemble, pour reprendre les termes d'Edgar Morin, inventons un destin commun pour notre petit vaisseau spatial qui s'appelle la Terre. Et je suis sûr que dans leur modalité de travail, leur manière d'être ensemble, nous pourrions puiser de l'inspiration pour inventer cette histoire. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, oui, vous pouvez les applaudir.